Un studio de télévision, intérieur nuit. Dans le studio, deux hommes sont assis presque face à face. Un metteur en scène de cinéma, Jean-Luc Godard. Un journaliste de télévision, Bernard Pivot. Une cinquantaine de personnes sont assises dans le studio. L'émission a lieu en direct. Bernard Pivot va poser des questions. C'est son métier. Jean-Luc Godard va y répondre. Ce n'est pas son métier. Mais c'est un exercice dans lequel, depuis 33 ans qu'il fait des films, il excelle. Dieu, metteur en scène suprême, vous souhaite une bonne émission. Merci Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Luc Godard. Bonsoir. Alors Dieu, pourquoi? Bien, l'explication tout à l'heure quand nous évoquerons votre dernier film, hélas pour moi. Alors à propos d'explication, Télérama, cette émission, ce tête-à-tête, l'a présenté ainsi en disant c'est la rencontre de l'homme qui ne veut rien expliquer avec celui qui veut tout savoir. Vraiment, vous ne voulez rien expliquer? Non, je prétends tout savoir sans savoir grand-chose. Je ne veux rien expliquer, non. Mais vous pouvez... Enfin si, vous aimez expliquer quand même les choses, ou pas? Oui, si ça dure longtemps, si on a le temps. Oui. Oui. Mais vous pensez pas que... la science aime bien tout expliquer. Je pense que le cinéma et le cinématographe, et quand il est né, avait une double fonction, une fonction de, employons les mots habituels, une fonction de fiction et une fiction de documentaire, et qui se sont très vite mélangés. Même dans les premiers films de Lumière, le documentaire de Langlois sur Lumière a très bien montré comment, quand il filmait un tramway, Lumière en fait filmait comme Monet peignait, qu'il était sous cette influence-là, et réciproquement. Et puis le documentaire s'est vite perdu. Je pense que la fonction principale du cinéma est d'être un document. Le cinéma est fait pour penser, et sa manière spéciale d'agrandir les choses, de projeter, fait que ça devient spectaculaire. Et on a gardé le côté spectaculaire. Mais vous ne pensez pas que l'explication retire de la poésie aux œuvres d'art? Ah non, là, vous lisez n'importe quel roman, plus Proust explique Albertine, meilleur c'est. Plus, comme dit Jean Genet, quand on lui a donné dans une cour de prison un jour, en lui disant « Tiens, c'est pour toi », et on lui a donné À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et il a lu le premier paragraphe qui était, je crois que c'est l'arrivée de Monsieur Norpois chez le papa et la maman de Marcel Proust, et il l'a lu, c'était une phrase immense, et il s'est arrêté, il a dit « Ah là, je vais aller de merveille en merveille ». Eh bien, alors j'ai regardé un peu la presse, là. Dans le Nouvel Observateur, Jacques Drillon écrit que vous êtes l'homme le plus intelligent qu'on ait eu depuis Valéry, et l'artiste le plus impur que le cinéma ait offert depuis qu'il existe. Quand il dit impur, évidemment, il place l'impureté comme qualité supérieure du cinéma. Bernard Verlet, qui joue l'un des principaux rôles de votre film, dit dans l'événement du jeudi, puisqu'il vous a fréquenté, puisqu'il est allé chez vous en Suisse pendant quelques jours avant. Il a tourné là. Il a tourné là-bas. Il dit que vous êtes un homme plongé dans une recherche éperdue de vérité sur une planète de plus en plus déserte. Et Gérard Lefort et Olivier Séguret écrivent dans Libération, alors là ça se termine par une question, « Hélas, pour moi, est un film irascible, mal luné, de très mauvais poil, comme si une colère y grondait sans jamais pouvoir sourdre. On peut se poser la question, jusqu'où Godard tient-il à être aimé ?» Alors jusqu'où Godard tient-il à être aimé? Mais je vous ai dit, quand on s'est vu, le mélange que la télévision fait, les médias, enfin depuis un certain moment, qui fait beaucoup de tort, je crois, à l'humanité, c'est de mélanger la personnalité et la personne, si vous voulez. Alors, moi, je dirais que Jean-Luc est la personne, Godard, c'est le nom de mon père, c'est pas mon nom. On m'a appelé Jean-Luc, personne, on m'a pas appelé, c'est vous qui m'appelez Godard. Ma maman m'a appelé Jean-Luc, comme elle vous a appelé Bernard. Et c'est le nom et ce nom n'existe pas
Oui, mais moi, je Bernard... Je ne sais pas d'où ça vient. Non, mais le fait qu'on dit Godard tient-il à être aimé, mais j'en sais rien, je ne le connais pas. Oui. Le ministre de l'Intérieur connaît peut-être Godard, mais moi je le connais pas. Je me fais reconnaître peut-être comme ça, mais ça fausse assez d'accentuer ce côté-là. Non, je ne trouve. Non, mais la question est celle-ci, est-ce que vous ne faites pas tout pour ne pas être aimé? Non, je crois. Une chère amie à moi me dit ton gros problème, c'est que tu ne t'aimes pas. C'est vrai. Et je lui dis, bon, mais expliquons-nous, contrairement. Ouais. Expliquons-nous, explication. Et que ça fait déjà 20 ans que ça dure. Donc expliquons-nous. J'ai l'impression, je vois ce que tu veux dire et en même temps, j'ai l'impression que je n'aime que moi. Mais alors disons extérieurement, intérieurement, certainement, il y a quelque chose. C'est vrai que jeune, adolescent, je me souviens d'une phrase de Saint-Just qui me subjuguait, qui disait « Je méprise la poussière dont je suis fait et qui vous parle en pleine assemblée constituante ». Remarquez, ça serait pas mal d'entendre Rocard dire ça. Mais c'est une phrase mais ça, c'est l'adolescence qui je trouvais magnifique et comme ça. Maintenant, je la comprends en disant effectivement, il y a quelque chose de moi il y a quelque chose peut-être que je ne m'aime pas et je ne peux me l'expliquer qu'en disant mais ai-je eu raison de vouloir venir sur cette terre quand on m'a appelé? On ne vous a pas demandé votre avis, comme à tout le monde. Ah si, tous les enfants, enfin les mamans le savent bien, les enfants, enfin il y a un appel, il y a un désir de l'enfant pour naître, et un désir des parents qui naissent, et puis il y a une rencontre. Si l'enfant ne désirait pas venir, il ne vient pas. Et ce désir fonctionnait chez vous? Eh bien, je me demande. Je me demande et je pense que les films tels qu'ils sont faits, qui enregistrent, qui prennent le temps de regarder cet enregistrement, comme les scientifiques, du reste c'est très scientifique, ensuite de le projeter d'une manière différente des scientifiques, en grand, pour que plusieurs personnes peuvent les voir, pour qu'il y ait une certaine justice et démocratie, qu'il y ait un tribunal. Je m'en souviens plus ce que j'allais dire. Bon, non, c'était sur vous, parce que vous dites que il y a une partie de vous probablement qui refuse d'être aimé. Oui, mais cette façon de parler de... Non mais Jean-Luc Godard, vous donnez l'impression... Moi, j'ai été abusé quand j'étais jeune en cinéma, non pas, puisque quand on fait des films, à 30 ans, on fait son premier film, on dit qu'on est un jeune cinéaste, alors que souvent des parents sont déjà des vieux adultes à cet âge. Donc quand j'étais jeune, j'ai été abusé par ça, par l'intérêt qu'on prenait à moi, et je croyais qu'on s'intéressait à l'œuvre. Et je fais quand même une différence. Je ne suis que le serviteur de mon œuvre. Alors je veux bien être interrogé en tant que serviteur. Ma personnalité de serviteur, on peut l'appeler Godard, oui. etc. Mais... Non, mais c'est-à-dire que vous donnez l'impression comme ça d'être aujourd'hui quelqu'un un peu de retranché dans sa bibliothèque, dans sa cinémathèque, qui considère qu'au fond que la seule aventure qui mérite d'être vécue aujourd'hui, c'est l'aventure de l'art. Et d'ailleurs, Thierry Jouze, dans les Cahiers du cinéma, qui vous interpellait, dit « Vous avez l'air d'être réfugié, exilé en vous-même ». S'il y a une part de vrai ou c'est complètement faux? D'abord, je suis fier d'être exilé, puisque les 3/4... des gens que j'aime, que ce soit les Palestiniens qui rentrent d'exil, d'autres choses, les prisonniers, ça je ne vois pas. Je me souviens de quelque chose que disait Virginia Woolf sur écrire. Elle disait écrire, c'est voir elle disait des mots, des phrases ou des choses loin, loin, et puis entre eux et vous, il y a un gouffre terrible, et il faut les faire traverser ce gouffre, ou vous traverser ce gouffre. Écrire, et on devient... vous savez comme elle a fini aussi. Tous ne finissent pas comme ça, mais... Donc il y a quelque chose, oui. Non. Ah non, je crois pas, mais alors bibliothèque, tout ça, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais ça c'est les journalistes, on peut pas leur demander
On ne peut plus leur demander d'écrire peut-être du temps de Rochefort, mais d'Henri de Rochefort, mais plus aujourd'hui, on ne peut plus leur demander. Ils écrivent ça, je ne sais pas pourquoi, pour exister. Ils écrivent le nom des gens, ça n'a pas... C'est très différent de ce qu'on était à l'époque de la nouvelle. Jamais j'aurais écrit ça de Becker. Mais jamais j'aurais dit Becker et je sais pas, quelque chose, ou Ophuls, enfin, en trouvant la phrase. Jamais. Pourquoi vous n'auriez pas osé ou parce que c'est... Mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne vous intéressait pas? Ce qui m'intéressait, c'est comment il ratait, non pas comment il ratait Montparnasse 19, mais comment était raté Montparnasse 19 et combien ce ratage était absolument magnifique par rapport à tout le cinéma français de l'époque. Becker, je m'en fichais. Ou alors peut-être Annette Vadement à l'époque, mais... Alors, quand même, j'ai lu pas mal de déclarations de vous, et là, c'est pas des sont en tout cas mais des je me suis laissé prendre au piège. Oui, parce qu'on est vaniteux, on est... Et puis j'adore parler pour ne rien dire. Ah bon? Ben oui. Oui, mais enfin, écoutez, j'ai vu tellement de déclarations de vous, par exemple, tournant autour du succès. On a l'impression quand même, alors sauf erreur énorme, que vous considérez presque le succès est, comment dire, péjoratif ou presque malsain. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. J'ai eu la chance d'avoir une... et encore, ça ne doit pas être vrai, mais je m'en suis... Mais d'avoir un souvenir d'existence heureuse, enfin, qui est une espèce de roman. Avec une grande famille, beaucoup de gens, de l'argent, de la discipline. Et puis après, bon... Et puis après, quand j'ai commencé à faire j'ai eu la chance de commencer, après les années de misère habituelles aux jeunes Balsaciens qui voulaient conquérir Paris, j'ai eu, je sais pas, ce hasard d'avoir un succès, pour le coup auquel je m'en fiais. Et tout de suite après, un énorme échec. Et puis après, bon, ça je trouve, ça équilibre. Car effectivement, c'est très difficile pour un... On le voit avec les joueurs de tennis, par exemple, que j'aime bien, ou des choses, j'aime beaucoup Pioline, par exemple, parce qu'il reste ce qui lui arrive, je suis ravi par rapport à la Fédération française de tennis, Forget, comme ça, c'est très bien, il fait son truc. Oui, parce qu'il est dans la marge du tennis. Oui, j'aime la marge. Oui. Dans les cahiers, j'aime la marge, parce que dans les marges, on met des notes. Oui. Et les professeurs aussi, oui, ils les mettent dans la marge, hein. Oui, mais Pioline, c'est vrai qu'il est dans la marge par rapport à la Fédération. Il joue divinement bien. Non, après, j'aime pas son jeu. J'aime moins son jeu. Ah ben voilà. Oui, mais c'est le succès, lui. Lui, c'est le succet aujourd'hui. Il est en demi-finale de Flushing Meadows. Oui, mais voyez, il y a quand même quelque chose qui n'existe pas. Quand vous voyez tous les joueurs de tennis qui font, quand ils gagnent maintenant, qui se croient obligés de faire oui. À chaque point. Non, mais c'est très différent. Les femmes le font très peu, oui, elles font les femmes très peu. Alors, serrer le poing comme ça pour soi, c'est autre chose. Faire ça, c'est autre chose aussi. Une signification. Comme ça, faire ça, oui. Et on en vient à ce que, je me souviens, toujours pour rester au tennis, l'entraîneur Georges Goven, il disait aux malheureux qui se faisaient écrabouiller par... ce très bon Krishnan, ce oui. vieux gentleman indien ou hindou, il lui disait « tue-le, le mec ». Alors, il ne faut pas s'étonner de Sarajevo, si même au tennis, payer les millions qui sont millions, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a besoin? Or ça, c'est le mélange, oui, mais ça, c'est les excès. C'est la personnalité, c'est oui. le nom, et c'est pas la personne. Non, mais Jean-Luc Godard, ça, ce sont les excès du succès. Il y a des succès de bonne aloi. Qui sont... Peuvent-ils l'être aujourd'hui? Je ne crois pas. Ouais. Alors, c'est curieux parce qu'on s'aperçoit que vous n'avez pas tellement changé, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus. Nous avons retrouvé ce que vous déclariez à François Chalet à Cannes en 1960, où il y a donc 33 ans. À bout de souffle venait d'être un succès considérable et vous vous apprêtiez à tourner votre second film qui s'intitule Le Petit Soldat. Eh bien, on va le voir, c'était déjà Godard tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui me surprend, par exemple, dans mon second film, par rapport au premier, c'est que, enfin, je suis déjà plus fatigué. Enfin, fatigué, je veux dire, déjà, il y a beaucoup de choses que... C'est difficile, je ne sais pas comment dire. Fatigué, enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors, je souhaite que mon second déplaise énormément et que... ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que
C'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là, les gens me font totalement confiance, alors j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et j'aime mieux travailler avec des gens contre lesquels il faut lutter. Donc vous n'avez pas changé? Non, pas vraiment. Vous signez, là? Pas vraiment. Quoi qu'il y ait une expression dans le canton de Vaud qui est être déçu en bien. J'aimerais décevoir les gens en bien. Là, je la corrigerai un peu. Ah oui, être déçu en bien, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais enfin, bon, mais vous êtes quand même un cas à part dans le cinéma, parce que la plupart des cinéastes... Je suis à part, c'est que je gagne ma vie avec des films qui ne marchent pas. Voilà, ça c'est très à part. Mais comment faites-vous? Ben, je ne sais pas. Je vous le demande. Non, parce que là, c'est incroyable, parce que... Eh ben oui, ben c'est tout. D'habitude, dès qu'on ne gagne pas d'argent avec le cinéma, on est sanctionné immédiatement, on ne peut plus faire de films, c'est fini. On y arrive? Oui et non, mais pas comme moi. Enfin, alors, quelle est votre recette? Mais j'en ai pas. Et si, vous dites, je fais des films qui marchent pas. J'aime faire du cinéma. Oui, mais vous avez toujours les moyens de faire. Jean-Marie Straub ou Daniel aime aussi, il a beaucoup plus de mal que moi. Il fait des films souvent mieux que les miens. Et non. Oui, mais vous ne pensez pas aussi que vous avez atteint un niveau de célébrité? Oui, mais c'est ça la vérité, c'est que je représente quelque chose. On n'est que des images. Je pense qu'on n'est que des images, des modèles, des images d'images. Oui, mais tant mieux pour vous. On peut en parler, non pas des photos, pas des photographies. On représente quelque chose, donc à des moments... Et puis là, depuis la mort de François... Alors François Truffaut, Anne-Marie, Madame Miéville, m'a dit... qui est votre compagne? Non, qui est l'associée de... Ah bon, je croyais. Nous sommes des compagnons, au sens commun du terme. Et qui est la gérante de la petite société de cinéma que nous possédons. Et nous possédons en particulier le fait d'être franco-suisse et de naviguer sans arrêt. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est grâce à cette image de vous, pour reprendre votre terme. Non, elle me disait par rapport à François Truffaut, maintenant qu'il est mort, vous allez être privé de protection. Il ne vous protégera plus puisque c'était le seul de la nouvelle vague qui avait été accepté et qui avait cherché à rejoindre ce qu'on peut dire entre guillemets l'establishment. Et en quoi il ne vous protège plus? Ben, il nous protégeait parce qu'il n'osait pas attaquer à travers lui, qui était, comme, à mon avis, plus conventionnel que d'autres, mais il n'osait pas attaquer de front un certain genre de film ou d'art ou de résistance artistique au sens où le dit Straub, et que maintenant maintenant il ose, et ça m'étonne de plus en plus que j'arrive, mais je crois que ça c'est l'amitié de 2 ou 3 personnes aussi, et ça existe, et qui fait qu'on peut continuer. De même que, comment est-ce que, je m'excuse de prendre de grands exemples, c'est pas pour me comparer à eux, sinon dans la démarche, quand Ambroise Vollard ou Durand-Ruel a protégé certains, ou même à un moment, Pissarro, je crois, passe, Courbet passe, non, Daumier passe dans la rue, et Courbet est là, il passe devant la maison de Pissarro. Il n'avait rien et il demande un peu d'argent. Et Pissarro lui en donne, et puis finalement il lui donne la maison. C'est magnifique. Mais vous ne pensez pas quand même, pour revenir à votre image, que, après tout, à Dieu ne plaise, si demain vous décédiez, immédiatement vous feriez, la presse du monde entier dirait, c'est l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle qui vient de mourir. C'est évident, vous le savez. Donc fatalement, ce bénéfice... Mais ils n'ont pas vu les films. Ah mais peu importe. Ah ben voilà la différence. Non, peu importe. Enfin, les gens qui écriront sur vous à ce moment-là, ils ont vu vos films et ils les ont aimés et ils les connaissent bien. Très peu. Mais si. Non, très peu. Mais ça, c'est votre pessimisme foncier. Mais non, mais c'est votre pessimisme, ça. Mais si, les gens ont vu vos films, ils les aiment. Regardez ce numéro des Cahiers du cinéma que j'ai lu, là, cette semaine, qui est paru il y a 3 ans. Un petit peu, non. Je ces dis gens-là, en gros, mais les 3 quarts, non. Non, et puis peu importe, non. Moi, je dis simplement, il y a peut-être quelque chose en moi que je n'aime pas, parce que je ne suis pas véritablement comme ça, s'il faut, mais c'est gênant de parler de soi comme ça
devant du monde, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je pense que la caméra est proche du stéthoscope, microscope, télescope. On examine des maladies et de la bonne santé. On ne se fait pas... alors on en cherche un peu pour avoir du succès. Et moi, je suis très, très gêné parce qu'effectivement, on doit se servir du nom aujourd'hui pour avoir une... Je dois me servir encore de mon nom. Parce que les gens... je dois représenter peut-être une façon de croire à ce qui s'est appelé le cinématographe, qui a très changé, et que je représente encore ça plutôt que des films. Et les films n'ont pas d'importance qu'une croyance. De même, pourquoi les gens vont voir font la queue pour voir un Van Gogh ou des choses comme ça, c'est qu'il doit y avoir... une idée qu'il a vu des choses, qu'il y a une manière de voir que eux ne peuvent plus voir, même leur propre vie ou leurs propres problèmes. Donc, voilà. Alors, parlons de votre film, hélas, pour moi. Vous avez repris cette légende, cette mythologie, c'est-à-dire d'Amphitryon. Amphitryon part pour la guerre. À ce moment-là, Zeus ou Jupiter, comme on veut, Jupiter prend la forme du mari qui est parti et vient séduire la femme qui est restée et qui, évidemment, le confond avec l'autre. Alors, ce thème a été traité par Molière, entre autres par Giraudoux et d'autres. Et pourquoi l'avez-vous repris, ce vieux mythe? Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, parce que ça ne se fait pas. Enfin, là, je crois que je suis assez dans la marge même par rapport à d'autres. Le film ne s'est pas fait comme ça. Un soir, Gérard Depardieu m'a dit il faudrait faire quelque chose ensemble. Et puis, on est resté à bavarder, à pas dire grand-chose du reste, parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Mais il y avait un climat de... Vous savez, comme qu'on écoute un air de jazz ou un truc comme ça, un climat de confiance ou d'amitié. Moi, je l'avais admiré dans un ou deux films, et je lui avais dit, tout en pensant que c'était soit trop tôt, soit trop tard pour moi, pour faire un film avec lui au stade. Oui. Et puis après, il a dû le dire à des gens, qui ont dû le dire à d'autres gens, et un ami producteur m'a dit... oui, mais d'accord, mais comment Jupiter intervient-il ? À ce moment-là, le contrat est signé. On doit faire un film tel jour, à telle heure, le direct commence à tel jour, telle heure, il faut bien écrire quelque chose, donner une idée. Mais je vous assure, tous mes films, j'ai fait... écoute, non, mais pourquoi voulez-vous que je vous raconte des Ça s'est fait comme ça ? Mais tous. J'espère arriver une fois à faire ce que fait Anne-Marie Miéville, ce que fait Straub, ce que fait même Spielberg. Faire normalement, écrire, penser, ensuite composer, mettre en place et faire le mieux possible. Jamais j'ai pu faire ça. Mais d'une certaine manière, je suis en direct tout le temps. Et à un moment donné, je me souviens d'une phrase de Raymond Chandler dans son journal, et qui disait, quand on écrit un livre, on ne fait que ça. Si on allume une cigarette, ça fait partie de l'écriture. Si on ne fait rien toute la journée qu'à me saouler à tel endroit comme lui faisait, c'est ça, écrire. Donc moi, je le fais tout le temps. Et puis à un moment, les circonstances font que ça doit se concrétiser socialement et j'essaye d'en tirer parti. Mais je suis très proche de ma propre vie comme ça. Oui, mais vous ne m'avez toujours pas expliqué comment Jupiter intervient dans votre couple avec Depardieu, vos producteurs. C'est venu, j'ai dû lire... Jupiter, on ne pense pas à lui comme ça. Tiens, Jupiter, salut, c'est pas vrai. Non, alors forcément, ce qu'on a fait avant, ce qu'on vient faire, j'avais fait Nouvelle Vague, peut-être une idée d'homme double, plus cette histoire de trinité, de trois personnes, pas au sens divin, au sens de triangle aussi, ou du théorème de Thalès, ou des choses d'Euclide qui sont des figures. Et je travaille aussi à faire des histoires du cinéma, à essayer de savoir, dans le film que je voulais montrer sur la Russie, j'ai trouvé tout à fait par hasard
comment était trouvé le principe mécanique, physique de la projection cinématographique. Et je vous le dis dans le livre que je vous ai offert là, oui, alors donc, les visages, contrairement, et c'est ce que je pense, si on est une figure, il y a une propriété, les figures ont une propriété, mais encore faut-il être une figure, pas seulement avoir une figure, un visage, d'être projeté. Alors les gens les plus simples, le papa est une figure pour ses enfants ou pour sa femme. En tant que c'est pas son visage qui peut être projeté, c'est sa figure de père ou des choses comme ça. Ça, c'est le cinéma. Oui. Alors je réfléchis à ça, et puis à des moments, donc je pense peut-être à Dieu ou à trucs comme ça, et puis je cherche un canevas, parce que là, je n'ai pas le génie de Feydeau ou d'un autre, et je cherche un canevas, et puis j'ai vu cette histoire qui traînait, mais je ne m'en souviens plus comment ça s'est fait. Ça s'est fait lentement, et c'est parti de la musique. C'est parti de la musique où un ami éditeur allemand, et ça se passe souvent comme ça depuis, cet ami éditeur m'envoie des musiques qu'il édite, c'est des musiques assez marginales, c'est Arvo Pärt, c'est Keith Jarrett, c'est Gismondi, mais des musiques, quand je les entends, j'ai envie de voir des choses, mais je ne sais pas quoi. Et ça me sert un peu de canevas là-dessus. Et là, c'est une musique de David Darling, que j'avais déjà écoutée, où il y avait simplement 3 mouvements. Alors, en y réfléchissant maintenant, je me dis que ces 3 mouvements m'ont amené à une idée de... À Jupiter. Les 3, le couple, hein, le vieux trio. Le vieux triangle. Le vieux triangle. Alors d'ailleurs, mais Dieu, d'ailleurs, dans votre film, ne s'empare pas seulement d'une créature, d'une femme, il s'empare aussi de phrases magnifiques d'écrivains. Et on peut même dire que Dieu a toujours une citation dans la bouche dans votre film. Mais c'est les écrivains qui sont magnifiques, c'est pas Dieu. Oui, mais Dieu les aime tellement, c'est-à-dire Godard les aime tellement qu'il les cite d'abondance. Il n'existe pas, il les transmet. Oui. Ah oui, je fais le même métier que vous. Oui, enfin, oui. Albert Cohen, qui était votre voisin à Genève, disait, lui, que Jupiter ou Zeus, c'était pas du tout un dieu intéressant parce qu'il pensait qu'il y a une chose à coucher avec les créatures. Et il disait, au fond, le seul dieu intéressant, c'est le dieu judéo-chrétien parce que lui, il a une morale, alors que Zeus ou Jupiter, ils n'ont absolument aucune morale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez les dieux, autrement dit, avec morale ou sans morale ? Je ne fais pas de grosse différence entre les... Je ne fais pas de grosse différence, et puis je ne m'y connais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Et pourtant, si, quand même, là, c'est vrai que Dieu... Il y a une grosse différence entre le Christ et Rome et le Vatican. Là, il y a un gros... Mais le reste, je ne sais pas. Alors, oui, parce que, bon, moi, on a l'impression quand même que dans ce film, même s'il est plein de clins d'œil, on a l'impression quand même que vous êtes taraudé par une sorte, comment dirais-je, de métaphysique genevoise. Mais vous allez me dire, mais pas du tout, moi je raconte une histoire, pas plus. Non, il n'y a pas de métaphysique ni genevoise, ni protestante, ni... rien. Non, c'est autre chose, la métaphysique. Le film peut en faire, et il doit en faire, mais si ça peut pas se parler comme ça sur un plateau de télévision. On ne peut pas parler de métaphysique sur un plateau de télévision. On peut, mais il faudrait que la télévision soit autre chose que ce qu'elle est. Ah bon, mais je sais pas, mais c'est l'occasion de jamais. jamais. Vous n'y pouvez... Non, faut pas, ça se fait pas comme ça. Bon. Alors, votre film, vous l'avez présenté en avant-première dans le Gers. D'ailleurs, le film partout a été représenté, a été accueilli avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion par les gens. C'était souvent des gens très simples de l'endroit qui regardaient ça. Alors, on m'a dit que la question qui revenait le plus souvent, c'était une question sur la bande-son. C'est-à-dire, les gens disaient, pourquoi mettez-vous en superposition plusieurs sons, plusieurs paroles, au risque de ne pas être compris ? Qu'est-ce que vous leur répondiez ? Non, là, maintenant, après 30 ans de cinéma, je connais assez mon travail pour quand je veux faire entendre quelque chose et le faire comprendre, le faire entendre. Ce qu'il y a, on a un son assez, de plus en plus très uniforme aujourd'hui, beaucoup plus uniforme qu'avant
qu'avant la Deuxième Guerre mondiale et même après dans les films. La technique vous fait croire qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne l'utilise pas vraiment, moins même que la musique. Là, je dirais, c'est difficile, effectivement, quand vous avez tout à coup une phrase comme de Robert Musil, nous ne sommes pas capables de nous libérer nous-mêmes. Cela ne fait aucun doute. Et nous appelons ça démocratie. Bon. Et puis 2 secondes après, vous avez une phrase de Françoise Dolto, l'ombre de Dieu, tout homme ne l'est-il pas pour une femme qui aime son homme. Bon, il faut du temps pour apprécier, la comprendre, la revendiquer, la porter à quelqu'un d'autre comme ça. Bon, là, je les mets comme ça. Mais ça, c'est les conditions, hélas, sociales du cinéma, parce qu'on ne me donne pas 1 heure régulièrement pour étudier cette phrase de Dolto. Enfin, c'est quand même difficile, là. Là, c'est plus qu'une marge, là. Vous demandez à être plus que dans la marge. Vous êtes en dehors du cahier, là. Mais oui, mais on vit comme on peut. Hein. Ouais. Mais alors, en même temps, ce qui est surprenant dans votre film, c'est que ce soit dans le générique du début ou dans le générique de fin, il n'y a pas votre nom. C'est-à-dire que Godard n'apparaît pas dans le film, hélas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'arrive maintenant à faire quand même oublier un peu mon nom, qui me fait du tort, car il ne s'adresse pas à la personne, et de voir des affiches comme ça. Bon, je ne me suis pas fâché avec le distributeur du film, qui est un brave homme, mais en plus, je n'étais pas producteur de ce film, simplement metteur en scène. Donc, on a un certain devoir et peu de droits. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette affiche ? Mais on ne met pas des noms aussi gros que ça. On met pas. Moi, je demande toujours que mon nom soit mis en plus petit. Et si possible, il y a un moment aujourd'hui, il y a trop de noms. J'aimerais qu'il n'y ait que le film, effectivement. Moi, ça ne m'empêcherait pas. Ça ne me gêne pas d'être forcé de parler du film et non pas qu'est-ce qu'il a fait. Je vois que ça me gêne beaucoup quand j'entends une belle musique ou une musique qui me traîne, de devoir dire de qui est-ce. Ça ne m'aide absolument pas pour comprendre, pour aimer, pour apprécier la musique. Ça va me permettre de la retrouver comme un policier. Qui est celui-là? Beau papier. Non, ça... Oui, mais enfin, une affiche dans la rue, il faut bien que les gens apprennent que, hélas pour moi, c'est un film de Godard et de Depardieu. Mais non, mais ça me fait du tort. L'autre jour, j'ai joué au tennis avec un jeune qui jouait avec moi. Il m'a dit « Ah bon, alors vendredi, vous allez à Vienne ?» Il voulait dire Venise. Mais il ne savait même pas quel intérêt. J'espère que vous l'avez battu. Bon, certainement pas, c'est lui. Ah oui, battu... au tennis. Non, c'est ça. Non, mais... ça fait de la peine et ça me fait du mal. Oui. Aujourd'hui, ça me fait du mal, j'en ai trop, mais j'en suis responsable, je ne vais pas appeler, hélas, pour moi, mais j'essaye. Oui. J'aimerais arriver, effectivement, alors en tant que je m'aime bien, là, vaniteux ou orgueilleux, j'aimerais arriver à faire un film dont que les gens aiment ou apprécient, ou en tout cas une partie, qui disent c'est beau, ça renouvelle, c'est quelque chose comme ça, et sous un faux nom. Oui, c'est ce qu'avait fait Romain Gary, avait réussi Romain Gary. Ben, on peut comprendre. Et là, sous pas de nom. Oui, mais là, les gens qui vont dans la salle, de toute façon, ils savent qu'ils vont voir un film. Ils savent qu'ils vont voir le film de Godard. D'accord, oui, non, mais c'est pas très intéressant. Et la télévision et les médias ont tordu beaucoup ça. Ils font énormément de mal. On le voit sur le sport ou truc. On le voit même avec ce malheureux Bernard Tapie aujourd'hui. Oui. Bon, il l'a bien cherché, mais il n'est pas entièrement responsable non plus. Je comprends pas. Ben non, quand on ne vit que de noms, on ne peut pas le nom. Mais vous ne vivez pas que de noms. Alors vous êtes à l'opposé de Bernard Tapie, c'est évident. Donc je ne vois pas pourquoi aller jusqu'au bout et en retirer votre nom du film. On a l'impression que... C'est incroyable. On a l'impression que votre nom ne voulait plus dans le film, plus dans les affiches. Plus rien. Mais pourquoi? Vous ne voulez pas disparaître quand même?
On a l'impression qu'il y a une sorte de volonté comme ça, de vous effacer. Non, mais pour celui-là, pas pour un autre. Sinon, je le signe normalement, c'est pas ça. Celui-là n'en avait pas besoin. Du reste, à bout de souffle n'était pas plus signé que celui-là. À l'époque, il n'y a pas mon nom non plus au générique. Je n'y pensais même pas, je ne savais pas que ça se faisait. Mais je vous assure. On a d'une naïveté là, mais non, fabuleuse. Non, je ne savais pas que ça se faisait automatiquement. Ah oui. On avait bien vu qu'Hitchcock le faisait ou que Stevens le faisait. Et on disait du reste, ce sont eux les auteurs du film. Voilà. Non, mais parlons d'autre chose. Mais vous publieriez un livre, vous aimeriez qu'il n'y ait pas de... non, on ne ferait pas. Non, mais il y a un truc étonnant dans les livres, c'est... Je le voyais avec une femme que j'ai connue autrefois, mais c'est tous pareil. On voit Anne Wiazemski, le petit navire, ou comme ça. Et puis en dessous, il y a une autre bande où on remet en plus gros Anne Wiazemski. Alors ça, vous qui êtes dans la profession, pourquoi ? Ben parce que c'est ça attire le... Pour qu'on voit de plus loin. Oui, donc on voit, on dit tiens, c'est Anne Wiazemski. Oui, mais encore, la chose la plus étonnante, excusez-moi de faire une parenthèse, c'est que Wiazemski, quand même, elle est un peu connue. Elle a un nom, c'est pas son moyen. Non, mais vous voyez aujourd'hui des premiers romans ou des deuxièmes romans de gens totalement inconnus. Et alors, tellement inconnus, il y a marqué du schnock. Alors vous dites, mais qui est du schnock? Je ne savais même pas qu'il avait publié un livre. Alors, dans 3 ans, on le mettra 3 fois. Oui, je ne sais pas, peut-être, oui. Mais alors, quand même, vous effacez comme ça, il y a cette volonté de presque d'humilité, mais en même temps, aujourd'hui, vous étiez à Venise, votre film était en compétition, alors que vous n'avez... Mais qu'est-ce que vous foutez dans une compétition à Venise? Vous qui êtes un cinéaste célèbre, mais qu'est-ce que vous faites? Briguer des lauriers à Venise, mais c'est incroyable, ça. Non, alors là, je dirais pas ça. D'abord, c'est pas moi et personne voulait y aller pour ce film. Bon, ben, il y est allé quasiment tout seul. Il n'est pas allé tout seul. Quasiment. Un film ne va pas tout seul. Je crois que c'est le coproducteur suisse qui voulait y aller. Ah bon? Bon, non, mais je me souviens que Allemagne 9-0, qui est un film qui avait été produit par cette auguste maison, qui était un film de télévision, donc, enfin, enregimenté comme un film de télévision. Et moi, ça me faisait du mal qu'il ne soit pas considéré comme un film dit de cinéma. Oui. Et j'avais demandé à être en compétition, à faire une course ou avoir une wild card, comme on dit au tennis, pour pouvoir être compétitif à l'époque avec Philippe Garrel ou Chantal Ackerman ou des choses comme ça. À ce moment-là, je me sentais normal, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Et si demain ou après-demain, vous avez le Lion d'Or? Jamais, on l'aura, jamais. Pourquoi? Mais parce que... Mais quand on s'inscrit à une compétition de tennis, c'est pour gagner. Donc si vous êtes... Ah non, c'est pour jouer. Ouais. Pour gagner aussi, non? Après avoir joué, oui. Ouais. Ah bah oui, ça... Oui, mais c'est autre chose. Si on... Non, il y a quelque chose qui va pas du tout, là. Vous m'avez envoyé une lettre très amicale il y a 3-4 jours, vous me disiez « Je voudrais pas rester comme Charpak assis pendant toute l'émission ». Ben oui, mais c'est parti comme ça. Mais si on peut se lever, si vous voulez. C'est difficile. Oh non, on peut bouger. C'est difficile. Il faudrait que ça soit un jury. Non, si vous voulez, que vous soyez l'avocat. Non. Et puis que je doive plaider ma cause et les convaincre, faire le contre-interrogatoire comme dans les. Ben, vous pouvez le faire, hein, les romans. Oui, mais quel est le sujet de je vais vous donner un sujet. Où en est le cinéma aujourd'hui? Quelle est la santé du cinéma? Le cinéma va-t-il bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien qu'il n'y en a plus. Oui, là, évidemment, il n'y a même pas besoin. Comment il n'y en a plus? Non, il y en a plus. Il y a des îlots. Et en même temps, il y a presque comme ça, mais il n'y a plus D'ailleurs, pour nous, le cinéma était de l'art, et la nouvelle vague, et un art très particulier, qui était, alors qu'on nous a accusé de mépriser le public, ce qu'on respectait, c'est qu'il était populaire et qu'il n'avait pas besoin d'être Van Gogh, il n'avait pas besoin d'être Beethoven, Don Siegel n'a pas besoin d'être Beethoven, ça suffit d'être Don Siegel, ou Becker n'a pas besoin d'être Jean-Sébastien Bach, ça suffit. Et pourtant, il appartient au même pays de l'art, mais d'une façon tout à fait différente. C'est ce qui nous a séduit, certainement. Oui. Alors, dans Les enfants jouent la Russie, qui est un film inédit, vous dites, vous faites répondre ceci: mais mon pauvre monsieur, le cinéma est mort depuis belle lurette. Nous avons conduit Méliès, Troem, Eisenstein au suicide. Et la tirade se termine ainsi: et nous faisons reconstruire Auschwitz par Steven Spielberg. C'est vrai. Oui.
C'est vrai. Il a fait reconstruire Auschwitz pour tourner un film. Mais le cinéma... C'est un drôle de pays, l'Amérique, du reste, parce qu'il n'y a personne autant que nous qui aimait autant ce qu'on appelle le cinéma dit américain. Mais même ce mot américain, je le disais à des journalistes à Venise, c'est le seul pays qui n'a pas, dont les habitants n'ont pas de nom. C'est quand même... on les appelle les Américains, mais les Américains, c'est aussi bien les Argentins que les Mexicains, et comme ça. Les États-Unis n'ont pas de nom. Mais ils ont un sacré cinéma. Je pense que leur puissance vient de là, puisqu'ils n'ont pas été appelés. Vous allez à Deauville, des fois, au festival. Actuellement, ils sont plusieurs centaines, aujourd'hui, à Deauville, plusieurs milliers à fêter le cinéma américain. Mais je ne comprends pas pourquoi on adore tout ce qui vient de ce pays dont les habitants n'ont pas de nom. Oui. Je vous l'ai dit l'autre jour à Rolles, je croirais à l'Europe le jour où cette honorable maison passera à 20h ou à 22h régulièrement, pas seulement des mauvais films américains, mais aussi des mauvais films turcs, des mauvais films suédois, des mauvais films birmans, etc. Or, ça n'arrive pas. Oui. Qu'avons-nous? Parce que le public préfère un mauvais film américain à un mauvais film birman. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en sais rien, mais parce que c'est les sondages qui doivent le dire, ça. Le DIMAT. Oui, j'ai l'impression. Mais comment expliquez-vous qu'il y a des milliers de personnes réunies à Deauville actuellement qui fêtent le cinéma américain? On voit bien qu'ils préfèrent. Oui. On peut chercher avec Lacan et Freud pourquoi on est malade ou pourquoi on est bien portant. Oui. Pourquoi dans un ascenseur on aime mieux une musique américaine qu'une musique turque? Si. Alors, la science et le cinéma. Je ne sais pas, mais moi je peux répondre si on me donne le temps de l'étudier. Oui. Bon. Vous pourriez faire un film là-dessus? Oh, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, à propos de cinéma américain, voici un extrait de vos histoires de cinéma, qui est un merveilleux film de montage, qui est une sorte de méditation historique et poétique sur le cinéma. Là, c'est le cinéma américain qui envoie dans le dos, oui. Comme pour la mort de Siegfried. Oui. C'est notre époque, oui. C'est notre époque. C'est notre époque. Vous pensez que le cinéma américain... Oh, c'est l'Amérique, la Fondation Barnes, tout. Fondation Barnes. Vous n'irez pas, vous irez voir la Fondation? Certainement pas. Pourquoi? Il y a des merveilleux tableaux à la Fondation Barnes, au musée d'Orsay. Vous n'irez pas? Pourquoi? D'abord, il y a trop de monde. Ensuite, je pense que si le ministre de la Culture actuel était... Je pense qu'il s'honorerait de saisir les tableaux, de les racheter pour le prix que Barnes a payé, même 20 000 francs de l'époque, ce qui est pas mal pour un Renoir ou un comme ça, et de les exposer, les faire circuler. Là, j'irai les voir, oui. Je m'en souviens, la dame du Quai d'Orsay que vous avez interviewée, là, comme ça. Elle était, je sais pas, elle jouissait vraiment. Oui, parce qu'elle dirige... Non, elle jouissait vraiment en disant, on ne les verra plus. On va les voir une fois, on ne les verra plus. Oui, il retourne Mais en prison tout de suite. Non, mais... oui, mais ça fait rire. Mais... oui, parce que vous l'avez dit de manière drôle, excusez-nous, mais... oui, mais... Non, pas en prison tout de suite, mais s'il y a ça dans un domaine qui est paisible, cinéma, peinture, exposition, Quai d'Orsay, forcément... Il y a une telle injustice par rapport à ce qu'il fait là, une telle disproportion dans la balance de la justice, qu'après, il y a Sarajevo, le sida, ou tout ça. C'est clair comme... On ne peut pas, il y a des règles. Il y a des règles, on vit dans un monde physique qui obéit encore en ce qui concerne la Terre à la bonne vieille loi de Lavoisier. M. Charpak, qu'on ne contredira pas ça. À partir du moment où une directrice d'un musée français d'État, et Dieu sait si on fait des belles choses en France comme ça, dit c'est formidable, on ne va plus les voir. Non, elle disait plutôt, c'est formidable de les voir aujourd'hui parce que malheureusement, ils vont retourner aux États-Unis. Elle a qu'à les garder, pas les rendre. Mais elle ne peut pas. Ah si, elle peut. Comment elle peut? Mais les hommes et les femmes peuvent faire.
Mais oui, mais là, Il y a la résistance. C'est un casus belli avec les États-Unis. Eh oui, à un moment donné, on a dit on ne peut pas résister aux Allemands. Puis De Gaulle, il est allé chez les Anglais. Dieu sait s'il ne les aimait pas, les Anglais. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes d'accord pour qu'on engage une épreuve de force avec les États-Unis pour qu'on garde les tableaux de la Fondation Barthes? Non, mais c'est une idée, pourquoi pas? Moi, a priori, c'est une idée à creuser. Ah, c'est pas... Il n'y a pas d'idée. Mais il n'y a pas les Italiens aussi qui vont venir nous reprendre absolument toute la peinture italienne qui se trouve au Louvre? Eh bien, ça fera des discussions plus intéressantes que d'autres. Très bien. Bon, est-ce que vous regardez les chaînes télévision qui diffusent en permanence des clips musicaux? Est-ce que ça vous est arrivé de regarder quand même, de voir? Non, je regarde très peu la télévision. Bon. Vous savez ce que c'est quand même avec les clips musicaux? Oui, oui. Bon, et alors comment vous trouvez ça? Oui. Bon, ben voilà une explication. Dans la presse, dans les journaux, qu'est-ce que vous lisez? Vous êtes un lecteur de journaux, sûrement. Beaucoup, oui. Oui. Alors qu'est-ce que vous lisez de préférence? Quelles sont les pages, les rubriques? Dans Le Monde, je dis d'abord La colonne d'échange, puisque je vis dans un pays hors de la France. Je regarde combien vaut je crois que c'était le bulletin français. étranger. Non, la colonne des changes. Ah, le change? Le change. Ah, le change. Ah oui. Le change. Eh ben oui. Mais moi, je vis en Suisse avec des francs français. Et quand je suis parti, enfin, je vis plus en Suisse. Et quand je suis parti, un franc français valait 2 francs, il en vaut 4 aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis parti, il y avait ça, et maintenant, il y a... Plus que ça. Il y a ça. Mais j'ai bu quand même. Ah oui. Oui, mais vous ne pouvez plus boire ce que vous avez bu. Oui, mais j'ai moins soif puisque j'ai bu. J'ai essayé d'expliquer ça à l'inspecteur du fisc. Et alors? Ah, il croit à une manigance. Ah oui? Bon, donc, si je comprends bien, vous lisez... Non, après, je lis plutôt l'économie. Ah, l'économie. Plutôt l'économie. Donc, les rubriques économiques et financières. Oui. Mais ça vient alors effectivement du fait que vous avez un pied sur le franc suisse et un pied sur le franc français. Non, c'est que dans le cinéma, on a un pied dans l'argent et un pied dans l'art, sans arrêt. Oui. Et dans tout la manière dont fonctionne le cinéma, j'ai essayé de vendre l'idée au ministère de la Culture et à beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle un système expert en sciences ou en économie, c'est-à-dire des modèles de système qui vous donnent des idées. Mais là, il est à la fois improvisé, en direct, c'est un système expert en direct, où à la fois les gens et ce qu'ils font dans le cinéma, c'est des petites sociétés, très vite comme des sociétés comme on étudie en biologie ou en mathématiques. Et si on l'étudiait, on verrait beaucoup de choses sous une forme imagée qu'il faudrait retraduire. Le tort de la science, c'est que toujours elle parle un langage qui date d'il y a 200 ans, même Heisenberg ou Einstein, où il écrit des équations que lui seul connaît, et puis quand il fait un livre, il écrit dans le langage de Zola. D'où la difficulté de la science qui fait des belles découvertes, souvent, un drap de lit qui se soulève et on voit ce qu'il y a eu sur le lit, mais qui a beaucoup de mal dans l'application après, ça vient uniquement de ça. Or, le cinéma, qui a une vision directe, muette ou parlante, permet de voir, de sentir et de juger tout de suite. Mais vous vous passionnez pour l'économie depuis longtemps ou c'est récent? Mais c'est mon métier, mon travail. Je ne vois pas comme un film se ferait sans dépenser ou de... Non, mais je pense que vous élargissez votre champ. Oui. Et que vous... Mais est-ce que vous, je ne sais pas, vous vous intéressez au point, par exemple, vous pourriez donner des conseils d'économie ou de finance à M. Balladur, à M. Alfandéry, à M. Sarkozy? M. Alfandéry, certainement, mais... Oui. Mais il n'en veut pas. Oui. Mais ils n'en veulent pas. Moi, je peux leur dire chaque fois que... quand le dollar va baisser, quand le dollar va monter. Vous pouvez leur dire avant? Ah, tout à fait. Ah oui? Chaque fois que Balladur tend la main, le dollar est bas, et chaque fois qu'il prie vers l'Amérique, le dollar est haut. Donc il n'y a qu'à regarder quand est-ce qu'il demande quelque chose à l'Amérique et quand est-ce qu'il fait le mendiant. Quelles sont les deux attitudes? À ce moment-là, ça... Tout à fait. Et comme ils font tous pareil en Europe, on le sait tout de suite. Ah bon? Alors donc vous pouvez spéculer avec efficacité?
Oui, mais je ne tiens pas à m'enrichir. Ah bon. Bon, ben, très bien. Alors, quand même, ce qui doit rester quand même depuis le début de votre vie, votre passion dominante, c'est quand même la lecture, c'est les livres. Le romanesque. Oui. Le romanesque. Le roman. Parce qu'il me semble bien que vous avez dû déclarer quelque part que quand vous étiez jeune homme, votre ambition c'était de publier un roman chez Gallimard. Oui, ça c'était c'était l'éducation qu'on avait. J'admirais Astruc et Romer même qu'il avait fait. Mais le romanesque, le cinéma permet le romanesque du monde, ce que ne permet pas le roman. Et permet de recevoir, tandis que le roman, il faut donner. Et bon, les deux vont ensemble. Il faut vraiment inventer dans le roman. Je relisais Léviathan qui vient de Julien Green. Vous le relisiez aujourd'hui? Oui. Effectivement, c'est inadaptable. On ne peut pas en faire au cinéma, on ne peut pas inventer ça, parce que le monde vous est donné au cinéma. Attendez, vous lisiez Léviathan tout simplement parce que c'est un plaisir de lire cet ouvrage que vous avez lu, ou bien est-ce que vous aviez l'idée de se dire, est-ce que je peux peut-être m'en inspirer pour un... Non, je me disais, je l'ai lu dans mon adolescence, et donc, ça m'avait complètement bouleversé de découvrir qu'un monde romanesque existait comme ça. Et je voulais revoir si je l'ai... Et vous avez retrouvé totalement, complètement. Parfait. Et donc vous avez retrouvé le jeune homme qui lisait avec ce plaisir Vous avez eu de la veine que je l'ai terminé avant de venir. Oui, parce qu'autrement vous ne seriez pas venu. Mais alors, comment faites-vous? Vous allez souvent dans la librairie, vous achetez des livres Oui, c'est très réconfortant, mais souvent on lit les titres seulement, parce qu'on ne peut pas... Il y en a trop. Toutes les citations qui sont dans Hélas pour moi et dans beaucoup d'autres de vos films prouvent que vous lisez les livres. Mais au moment, oui, mais au moment. Mais je respire des fleurs aussi, je prends de la pluie, et puis ça, c'est dans les films. Oui, mais une citation, il faut la noter quelque part. Ah ben, au moment de faire un film, si elle est en correspondance à quelque chose, ben, effectivement, elle fait partie de l'expérience. Mais vous avez une grande bibliothèque ou... Non, toute petite. Toute petite? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites de tous les livres que vous achetez alors? On les jette après. Vous les jetez? Vous les jetez? Oui. Et avec toutes les références? Oui, mais j'ai juste pris celles qui pouvaient m'être utiles. Ah bon? Non, là, je suis étonné que vous le jetez, j'en reviens pas. Mais j'ai pas la place. Bah oui, mais quand même, comment vous n'avez pas la place? Je vous ai vu là, la place quand même, pour toutes vos machines, mais il y a beaucoup de place. Hein. Bah oui, mais c'est déjà... Ça, c'est votre métier, vous direz. Oui. Mais enfin, la lecture, c'est quand même votre passion, non? Ah, c'est ce que disait Valérie Larbaud, mais plus que ça, ce vice impuni, la lecture. Oui. Ou bien Baudelaire, ce hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Oui. Mais oui, elle fait tout à fait. Mais c'est différent, il faut y aller et il vous reçoit. Le cinéma, il vient vers vous, ou le monde vient à travers lui, et vous êtes là. Oui. C'est la même chose, c'est ce que j'appelle le roman, le romanesque. L'un est plus scientifique, l'autre plus romanesque. Mais vous êtes plutôt un lecteur qui retrouve effectivement des livres... Oh, presque toujours les mêmes, oui. Toujours les mêmes. Oui. Vous n'allez pas à la découverte des nouveaux auteurs? Ben, je l'ai fait quand j'étais jeune, et si vous voulez, de Homère à Proust, pas mal. Hein, c'est pas mal, oui, si vous avez tous lu, c'est... Non, mais après, on peut plus. Oui, on peut plus. On peut plus lire les nouveaux. Bien, alors Jean-Luc Godard, nous allons inaugurer ensemble une rubrique qui reviendra assez régulièrement dans cette émission, qui s'intitule Ma préférence à moi, dans laquelle, en fin d'émission, je recevrai des débutants talentueux, que ce soit des romanciers, des essayistes, des metteurs en scène ou des comédiens. Et je vais remercier Julien Clerc pour m'avoir autorisé à utiliser... Ma préférence à moi. Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir Agnès de Sarthe. D'Agnès de Sarthe, alors je vais vous la présenter. Vous avez 27 ans, elle a 27 ans, donc elle est normalienne, elle est agrégée de linguistique, vous enseignez et traduisez l'anglais, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres pour enfants, et d'ailleurs le dernier, le voici, c'est La femme du bouc émissaire, c'est un titre d'ailleurs, j'ai pas lu, moi j'ai lu celui-ci, mais j'ai pas lu celui-là, mais je trouve ça assez alléchant, c'est publié à l'École des loisirs. Alors, est-ce que tous ces livres que vous avez faits pour les enfants, c'était des galops d'entraînement pour écrire un vrai premier livre? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je vois pas en quoi celui-là est plus vrai que les autres, qui sont tous en carton et tout bien. C'est un vrai livre aussi.
Enfin, je veux dire celui que vous avez montré, La femme du bouc émissaire. Moi, j'ai pas pensé, je vais commencer par faire des livres pour enfants parce que je suis pas très forte, alors ça, c'est un peu nul, alors je vais bien y arriver, etc. Puis après, quand je serai vraiment forte, je ferai un truc pour les grands. Non, j'ai fait des livres pour enfants parce que ça s'est trouvé comme ça. Je sais pas, j'avais envie d'écrire et puis on m'a dit tiens, écris un livre pour enfants, je l'ai fait. Parce que c'est souvent c'est l'inverse. Souvent, des gens écrivent d'abord aux adultes, puis ils deviennent célèbres, puis après ils écrivent pour les enfants. Non, je sais mais pas. pourquoi avez-vous écrit d'abord pour les enfants? Parce qu'on me l'a dit, parce qu'on m'a demandé. Moi, je fais toujours très gentiment ce qu'on me demande. Ah oui, vous êtes comme Godard, là. Bah, je sais pas, mais... Non, mais je voulais écrire, on me dit fais un livre pour enfants, j'ai essayé, puis ça m'a plu, alors j'ai continué. Et puis je pensais pas, j'en ai fait 1, 2, 3, et puis ça a continué, et puis je me disais pas, et quand je ferai enfin mon livre pour adultes, là, ça va être génial. Je pensais pas du tout. Alors, donc il est là, il existe, il est publié aux éditions de l'Olivier, il s'intitule « Quelques minutes de bonheur absolu ». Quelques minutes de bonheur absolu. Alors, c'est une histoire de sage-femme, qui, alors d'abord justement comme c'est vraiment une histoire de sage-femme, mais qui raconte, qui est mal dans sa peau, on va y revenir, mais vous l'avez raconté à la troisième personne. Je sais que beaucoup de romanciers, quand ils commencent, ils disent est-ce que je vais écrire à la première personne ou à la troisième personne? Est-ce que vous êtes posé ce problème ou pas? Oui, pour moi c'était un problème technique. Oui. Enfin, ce qui était bien dans le fait d'avoir écrit des livres pour enfants, c'est que tout simplement j'avais écrit des livres avant qu'ils soient pour enfants ou pas. Oui. J'avais écrit, donc j'avais travaillé, donc moi, j'ai plein de problèmes techniques, des problèmes avec les temps, des verbes qui sont très compliqués, je trouve, en français, et je m'en sors pas. Et à la première personne, c'est compliqué, le passé simple, là, qui ressemble au passé, à l'imparfait. Enfin, ça me posait des problèmes. Donc, je me suis dit, première personne, ça me bloque. J'ai besoin de troisième personne. Mais j'ai pas hésité très longtemps. Oui. Oui, donc et puis les livres pour enfants, généralement, ils sont faits à la troisième personne, d'ailleurs. Non. Ah non, ils sont faits à la troisième personne. Ah bon. Bon, alors... est-ce que c'est plus, comme ça raconte l'histoire d'une sage-femme, on a l'impression d'ailleurs que vous avez passé votre temps dans les maternités, tellement vous êtes... Alors non, je ne suis pas sage-femme moi-même. Oui, je sais, je l'ai dit, oui. Aucune sage-femme, non, ça pourrait être un hobby. Oui. Donc, c'est un drôle de hobby, ça. Non, en fait, j'ai passé 6 jours dans une clinique d'accouchement, comme la plupart des femmes qui ont eu des bébés dans les pays où ça se fait comme ça, c'est-à-dire on va à la clinique. Et puis voilà, et puis j'ai vu, je sais pas, quelques sages-femmes parce qu'il y a un déroulement. Et puis c'est tout. Je n'ai pas passé ma vie dans les cliniques. Alors donc vous avez un enfant, puisque vous venez de le dire. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre l'accouchement d'un livre et l'accouchement d'un enfant? Alors vraiment, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Bon, alors, revenons, posons une question sérieuse. Votre personnage s'appelle Cyril, c'est une femme. Oui. C'est une femme qui est curieuse, c'est qu'on a l'impression qu'elle, au fond, elle aurait tout pour être heureuse, mais il y a comme un refus. D'où vient ce refus? C'est pas vraiment un refus. Moi, je ne crois pas qu'elle refuse d'être heureuse, parce que là, une fille qui a tout pour être heureuse et qui refuse, c'est une chieuse, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, pour moi, c'est pas ça, ce personnage. Elle l'est pas un peu? Bah, pour vous, peut-être. Pour moi, non. Alors, pour moi, c'est pas ça. C'est juste une fille qui a tout pour être heureuse. On ne sait pas. Moi, je donne les éléments que je donne, mais bon, c'est un personnage. Il y a sûrement d'autres choses. Et puis, en fait, c'est pas qu'elle refuse d'être heureuse. Elle se dit pas malheureuse. Elle sent juste qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Mais c'est simplement parce qu'elle traîne un boulet énorme, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit un refus. Je pense que c'est peut-être, dans son cas, juste une incapacité, quoi. Elle a l'impression de n'être jamais à la hauteur. Oui, mais parce que je crois qu'il y a un problème d'âge dans ce livre. Moi, j'ai choisi elle a, je ne sais plus quel âge, mais enfin à peu près 25 ans. Et j'avais choisi cet âge-là parce que j'avais l'impression que c'était un âge où on pouvait se sentir complètement tiré en arrière par son enfance ou effrayé par ce qui allait arriver, par ce qu'on voyait arriver, et par tous les possibles qui se ferment les uns après les autres. Et donc, il y a des moments où on peut avoir l'incapacité d'être heureux parce qu'on a le souvenir de bonheur tellement intense quand on est petit, par exemple, que l'idée de bonheur assez moyen de l'âge adulte peuvent paraître complètement dégradées par rapport. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Pour moi, il y a une sorte d'incapacité à vivre qui se manifeste parce qu'elle a même peur des gens qu'elle aime. C'est ça qui est assez... Ah bon? Oui, à un certain moment, elle se pose cette question. Elle dit, est-ce que je n'ai pas peur des gens que j'aime? Alors, il y a une scène qui est formidable dans ce livre. Il y en a plusieurs. Godard, alors, celle qui donne d'ailleurs son titre, elle se rappelle d'un souvenir d'enfance et elle se cache, la jeune fille, Cyril, se cache dans une armoire. Et elle se dit qu'après, ma mère, ma petite sœur, ils vont passer et je vais entendre ce qu'elles vont dire.
Alors elle est toute joie, c'est une joie formidable, et elle se dit je vais vivre des minutes de bonheur absolu. Et alors la petite sœur passe, puis à ce moment-là elle dit ben non, je vais chez ma petite, chez sa copine, et puis la mère vient et elle part, et elle reste seule dans le placard, il ne s'est rien passé. C'est une scène superbe. Bah, oui. Moi, vous ne trouvez pas? Absolument super. Non, bah, j'en sais rien, c'est une scène qui me... Si je l'ai écrite, c'est parce qu'elle me touchait et puis que je trouvais que c'était peut-être a posteriori après, parce que moi, quand je l'ai écrite, j'y pensais pas spécialement, et puis je me disais, ça faisait partie par exemple des scènes que j'aurais pu enlever. Et puis après... Vous auriez eu tort. Oui, bah, oui, c'est ce dont je me suis rendu compte, parce que des gens qui lisaient le livre disaient « Ah, mais cette scène, etc. » Et puis quand je suis tombée, la phrase, je ne sais pas si vous vous souvenez, la phrase d'Exergue en fait fait référence à cette phrase, puisque c'est la phrase de Winnicott, « Se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe. » Et quand je suis tombée sur cette phrase, je me suis rendu compte que c'était en fait ça que j'avais voulu raconter. Voilà, ça c'est une phrase de Godard. Est-ce que c'est une phrase que vous noteriez, ça? C'est une phrase de Winnicott. Oui. Se cacher est un plaisir, ne pas être trouvé est une catastrophe. Voilà, tout à fait. Ben, on peut en faire une scène comme Mademoiselle Lafette, ou tout un film, ou tout un roman, tout à fait. Oui, ça suffit, tout à fait. Vous pourriez partir de ça? Non seulement on pourrait, mais on le doit. Ah. Mais c'est énorme quand même. Oui. Enfin, vous trouvez aussi, non? Oui. C'est-à-dire, moi j'avais l'impression que ça peut être... c'est emblématique de plein de choses, ça. J'ai l'impression que, je sais pas, on est tous cachés en attendant d'être découverts, on ne sait pas par qui, on ne sait pas exactement par quoi. En même temps, on a peur d'être découvert. Enfin, mais c'est pour plein de choses, c'est comme ça. Alors, ce qui est bien dans votre roman, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est qu'il y a un ton assez nerveux, âpre, assez ironique même. Et vous avez, je trouve, moi, l'art du dialogue. Vous avez fait de très très beaux dialogues, et voilà, c'est pourquoi j'ai pris beaucoup d'intérêt à lire cet ouvrage, qui est un ouvrage d'ailleurs très exigeant, très, très ambitieux pour un premier roman. Non, mais vous racontez pas une petite histoire comme ça à l'eau de rose. Et est-ce que malheureusement Jean-Luc Godard vous a pas lu, ce qui est dommage, mais il lit pas les jeunes romanciers. Il lit Julien Green qui a 90 ans cette année. Mais je viendrai. Donc quand vous aurez 90 ans, Jean-Luc Godard vous lira. Mais alors, il y a une chose quand même, c'est que n'êtes-vous pas marié à un cinéaste? Si. Ah. Agnès de Sarthe est mariée à un cinéaste qui a fait des films ou pas? Oui, qui a fait des films courts, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas son nom partout sur des affiches. Oui. Et lui qui a il va tourner son premier long métrage là maintenant. Ah oui, donc il s'appelle comment? Dante de Sarthe. Dante de Sarthe. Oui. Donc c'est pas facile à prononcer, la Dante de Sarthe. D'habitude j'y arrive bien, mais là je sais pas ce que j'ai. Dante de Sarthe. Donc il va passer. Alors là, il va faire son premier film. Oui, son premier long métrage, parce qu'il a fait des films, mais ils étaient courts, donc ils ne sont pas passés au cinéma, ils sont passés à la télé. Vous y collaborez ou pas? Sur les premiers, j'avais collaboré parce que je faisais la cuisine, et puis un peu les scénarios. Mais maintenant, il y a trop de monde à nourrir, alors je ne peux pas. Puis avec les enfants, j'ai plus le temps. Oui. Donc je lis, je lis ces scénarios, mais moi... j'ai du mal à Jean-Luc Godard, est-ce que vous recevez des lettres de cinéastes qui veulent commencer, qui vous envoient des textes en disant est-ce que vous pensez que je pourrais tourner ça, ou pas? Un peu comme ça. Ils demandent en général si j'ai l'occasion de leur répondre. Moi, je ne me sens pas du tout obligé de répondre, et quand j'envoie, je leur dis essayez vous pouvez aujourd'hui ce qu'on ne pouvait pas à l'époque avec les petites caméras japonaises, etc. Vos quelques copains ou votre absence de copains ou vous tout seul, vous pouvez faire des films si vous voulez. Si vous voulez tout de suite faire Hollywood, vous ne pouvez pas, vous le choisir. En général, ils veulent tout de suite faire Hollywood, si possible. Oui, mais quand ils vous ont entendu tout à l'heure dire le cinéma, bon, finalement, il est mort, c'est pas très réjouissant pour les jeunes gens. Une idée du cinéma qui existait, même une idée de l'art, enfin, comme ça c'est autre chose. Je veux dire, une idée de la langue, les romans aussi, tout. Je veux dire, on va vers la langue informatique, si vous voulez, qui n'est plus la langue grammaticale sur le papier, et qui changera, qui amènera certainement des choses, mais on est dans une époque de creux, disons. Mais Agnès de Sarthe, quand on écrit un roman, quand on fait ses débuts de romancier, est-ce qu'on se dit pas, mais
à quoi ça sert? Pourquoi ajouter un roman à ces milliers, à ces dizaines de milliers, à ces chefs-d'œuvre qui existent? Est-ce que... Ben non. Enfin, si, sûrement. Peut-être. Enfin, je peux pas répondre pour les gens. Je réponds pour moi. Non, mais votre question. Moi, je me pose pas cette question. Je fais ce que j'ai envie. Ce qui est une chance incroyable d'ailleurs. Mais moi, quand je vois justement les grands, enfin, rien ne me donne plus envie d'écrire que de lire un roman que j'adore et que je trouve incroyablement beau et incroyablement inatteignable. Ça me donne envie d'écrire. Alors je le fais. C'est tout à fait normal. Oui. Si on a envie de créer, je vois pas. Quels sont les romanciers qui vous ont donné envie d'écrire des romans? Le premier, ça devait être Salinger, je crois. Parce que c'était le seul que j'arrivais à lire. J'ai lu très très tard. J'arrivais pas à lire, ça m'ennuyait. Mais lui, j'aimais bien lire ses livres. Et puis après, il y a eu Faulkner. Il y a eu pas mal d'Américains, en fait. Et puis il y a eu... ah oui, il y avait aussi... C'est des vrais, ça. C'est vrai. Et puis il n'est pas contre la littérature américaine. Non, mais je disais pas américain au sens de ce qui avait été dit précédemment par rapport au cinéma américain. Pas du tout. C'était juste parce qu'il se trouvait que ça faisait déjà 2 Américains et que le 3e nom qui me venait, c'était un Américain. Et tout à coup, je me suis souvenu de Gustave Flaubert et de Dostoïevski. Il n'y a pas Julien Green pour vous? Ben, j'ai pas beaucoup de culture, hein, je ne l'ai pas lu. Je suis désolée, ça me manque. Bon. Alors, dans le film que j'ai eu le plaisir de voir chez vous, Jean-Luc Godard, qui s'intitule c'est un essai d'investigation cinématographique sur la Russie. C'est un film inédit de 50 minutes, qui est une sorte de représentation à la fois historique, poétique, culturelle, admirable de la Russie, à travers des montages, des collages, à travers des références, des citations de films, de romans russes, etc. C'est absolument remarquable. Est-ce qu'on le verra un jour, ce film? Je ne pense pas, non. Ah mais non, c'est pas incroyable, comment on ne va pas le voir? Il appartient à un producteur là, de ce pays dont les habitants n'ont pas de nom. Et là, je crois que ce producteur, en plus, peut... Bon, alors si on ne le voit pas... Écoutez, si on ne le voit pas, qu'on voit au moins une minute, qu'on envoie une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une minute de ce film. Première fois. Voilà ce que j'ai dit. Vous faites ce que vous voulez, moi je n'irai pas. Avec Hitler et Napoléon, tous les gens intelligents profitent de la situation de cette pauvre Russie pour l'envahir encore une fois. Pourquoi est-ce que l'Occident veut encore envahir ce pays? C'est simple. Parce que c'est la patrie de la fiction et que l'Occident ne sait plus quoi inventer. J'ai encore dit cela. Si vous allez à l'hôtel Raphaël, je suis certain que le portier ressemble au prince André, que les servantes dans les chambres ressemblent aux 2 sœurs. Et si vous voyez une femme seule dans la salle à manger de l'avenue Kléber, où Kissinger mit 4 ans à signer avec les Vietnamiens, soyez certain que cette femme ressemblera, comme une sœur elle aussi, à Anna Karénine. Voilà, les enfants jouent à la Russie, très très beau film, j'espère qu'un jour on le verra. Et alors, il y a un certain moment, mon prochain invité, c'est donc Alexandre Solzhenitsyn, la semaine prochaine. À un moment, vous citez l'archipel du Goulag et vous faites remarquer, 6 fois vous le dites, qu'il s'agit d'un essai d'investigation littéraire. Absolument, oui, oui. Par quoi ça vous a choqué ou pas, ce sous-titre? Ah non, mais pas du tout. C'est mon métier de cinéaste de faire remarquer ce que les gens, ou de redécouvrir ce que les gens ont recouvert. C'est assez étrange et magnifique qu'un livre du poids de l'archipel du Goulag, Le Zéro et l'Infini, ne s'appelait pas comme ça. Et là, il était sous-titré, ce qui pour moi est le vrai titre, car c'est la légende, essai d'investigation littéraire. Avez-vous une question à poser à Alexandre Solzhenitsyn pour la semaine prochaine? Eh bien, vous lui demandez s'il se souvient d'avoir appelé l'archipel du Goulag ainsi. Quel est le vrai titre de l'archipel du Goulag? Et pourquoi a-t-il appelé ainsi? Je pense parce que c'était vraiment ça, un essai d'investigation. C'est pas une question, hein, ça. Et pas un pamphlet politique. Ouais. Bien, c'est la fin de l'émission. Votre questionnaire, votre mot préféré, Jean-Luc Godard? Ah là là. Chouxmous. Pardon? Chouxmous. Chouxmous, ça veut dire quoi? Anne-Marie. Ah, le mot que vous détestez? Ministre de l'Intérieur. Votre drogue favorite? Le romanesque.
Le son, le bruit que vous aimez? La pluie dans les arbres. Et le son, le bruit que vous détestez? Les couinements du fax. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Excusez-moi, moi j'en ai aucun. Non. Non. Les Suisses ne jurent pas? Ben alors, c'est. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Adolf Hitler. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Ministre de l'Intérieur. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Cosmos. Et enfin, si Dieu existe, on y revient, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Jean-Luc Godard? C'est pas trop tôt, mettez-vous là. Bien. Voilà, j'ai juste présenté. Je vais vous faire quelques cadeaux pour être venu de quelques ouvrages. Je ne sais pas si vous les avez. Vous avez cité Valérie Larbaud tout à l'heure. Il y a la réédition de la collection L'Imaginaire de Gallimard de Amant, Heureux Amant, avec trois. Vous connaissez certainement, bien sûr, mais enfin, ça c'est le Aimé de Jacques Rivière, qui part de la même collection. Non, mais j'en prends qu'un. Hein. Non, je vous donne. Attendez, mais peut-être les autres sont plus intéressants. Ça, c'est Sainte-Beuve, les portraits littéraires de Sainte-Beuve. Il s'est souvent trompé sur ses contemporains, mais quand il parle des écrivains qui l'ont précédé, c'est pas mal du tout. C'est dans la collection bouquins, c'est les portraits littéraires par Sainte-Beuve. Alors, ceci, c'est le Gilles Deleuze, vous l'avez lu? C'est des essais littéraires sur Beckett, il y a sur Nietzsche, sur Mazoche, sur Platon, etc. Critique et clinique. Et à un certain moment, il dit... Que veut dire Jean-Luc Godard quand, au nom du cinéma, il affirme qu'entre un travelling et un panoramique, il y a un problème moral? Voilà. Vous l'avez lu, ce livre? Pas? Non. Ben, permettez-moi de vous Non, mais ça m'en fait trop. Ah bon, alors, je ne pas. Je vous signale, je vais vous donner ça, Michel Cassé, du vide à la création, c'est un astrophysicien. Oui, il est nul. Vous ne voulez pas le lire? Bon, d'accord, très bien. Je vous proposais ceci aussi, c'est La pensée économique depuis Keynes. C'est tous les économistes qui sont illustrés dans l'économie par Michel Beau et de Staller aux éditions du Seuil. Par exemple, il y a une grande notice sur Maurice Allais, sur tous ces... Là, d'accord. Là, il condescend à le prendre. Là. Et puis alors, celui-là, vous me l'avez recommandé. Enfin, vous m'avez dit qu'il faudrait le lire. Moi, c'est Peter Drucker, Au-delà du capitalisme, aux éditions Duno. Que vous avez donc lu. Mais je ne vais pas vous le donner, parce que vous l'avez lu, celui-là. Et c'est un ouvrage intéressant. Ouais. Pour connaître la pensée des puissants d'aujourd'hui, oui. Très bien. Et puis alors je vous signale que si vous voulez, il y a des Godard, vous pouvez vous les procurer. Je les ai relus avant de venir. Le Godard par Jean-Luc Douin, par exemple, le Marc Serrisuello et d'autres. Il y a les Cahiers du cinéma. Et puis surtout le Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard aux éditions des Cahiers du cinéma. Voilà, j'en ai fini. Merci. La semaine prochaine, donc, horaire exceptionnel. Attention, horaire exceptionnel. L'émission commence à 20h50. Pourquoi? Eh bien, grâce à Alexandre Solzhenitsyn, qui est un homme immense du XXe siècle. Merci Jean-Luc Godard, merci à tous, merci aux téléspectateurs et merci à Dieu.